Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'attends un petit peu que vous connectiez. Déjà une vingtaine de personnes. On est pile à l'heure. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez nous écrire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien? Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire mensuel avec Médoucine. Alors, super, vous m'entendez bien. Eh bien, c'est parfait. Bonjour Isabelle. Bonjour Aurore, Ça va? ça va bien, merci. Et Bienvenue toi? et merci Isabelle de participer à ce webinaire. C'est toi qui vas nous apprendre plein de choses ce soir et je suis ravie, le sujet a l'air hyper intéressant. J'espère que vous ne saurez pas tout en tous les cas. Oui, non, je pense pas. Il y a tellement à apprendre. Donc, j'attends quelques minutes que les gens se connectent. Vous êtes déjà plus de 80 participants, donc merci à tous d'être là. En plus, il fait beau, alors on a peut-être envie d'être dehors un peu de ce temps-là. Peut-être un peu trop chaud. Alors, donc en tout cas, ce soir, le thème avec Isabelle Villarem, on va parler émotions, croyances, alimentation et poids. Voilà, vous connaissez tous le sujet. Vous pourrez poser vos questions à Isabelle pendant la conférence. On se donnera des petits temps avec Isabelle pour répondre. On ne va pas forcément répondre immédiatement. Je ferai au mieux pour répondre au maximum. Et puis, dans tous les cas, on prendra un peu de temps à la fin pour répondre au mieux. Bonjour à tous. Merci pour vos messages. Donc, ils me disent que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Eh bien, avec plaisir de vous proposer sur une conférence sur ce sujet important pour vous. Tant mieux. C'est Isabelle qui est notre spécialiste. Donc, Isabelle qui est micronutritionniste et sophrologue, entre autres. Isabelle, si tu veux te présenter un peu plus en détail. Tu veux te présenter un petit peu plus en détail, Isabelle? Je sais qu'Isabelle ne m'entend pas toujours très bien. Voilà, il y a eu un petit bug là à l'instant. J'ai vu. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu en détail? Eh bien, pourquoi pas. Alors, moi, je suis initialement pas tout à fait dans l'alimentaire, mais c'était des chemins étonnants qui m'y ont emmené. Au départ, je suis biologiste et vétérinaire et on m'a demandé de gérer les services vétérinaires d'un abattoir. Et c'est là que d'abord, j'ai découvert le monde de la viande. C'est un monde étonnant. Et du coup, j'avais une équipe avec moi et on faisait des visites de restauration collective et donc là, et de restauration commerciale. Et là, j'ai beaucoup appris sur l'alimentation. Alors, je faisais comme tout le monde, je nourrissais vraiment mes enfants comme tout le monde, je pense, ou comme beaucoup de monde en tous les cas. Et là, j'ai découvert un monde qui m'a laissée pantoise, qui m'a totalement stupéfaite. Donc là, je me suis formée effectivement après à la micronutrition, à la sophrologie parce que c'est un incontournable. Dès qu'on touche à l'alimentation, il faut avoir un peu des outils pour pouvoir pallier les émotions liées à l'alimentation. Et maintenant, je suis complètement passionnée. Alors, je dois vous dire aussi quand même que, petite cerise sur le gâteau, ma mère avait un surpoids terrible qu'elle a conservé absolument toute sa vie et ça m'a toujours interpellée. Donc, les problèmes de poids, de surpoids comme de sous-poids m'interpellent vraiment incroyablement maintenant et je dois dire que ça me passionne. Donc, voilà, je vais essayer de vous transmettre un peu de ma passion. Ok, super. Merci Isabelle. Donc, ce webinaire, il va durer environ 1 heure, peut-être un peu plus. Et dans tous les cas, vous allez recevoir par email le replay par la suite. Donc, vous pourrez à nouveau consulter la présentation d'Isabelle et puis tout ce qu'elle va nous partager. Juste pour me présenter, donc moi, je suis Aurore, membre de l'équipe Médoucine. Alors, rapidement, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas Médoucine, Médoucine, c'est un réseau de praticiens en médecine douce qui sont certifiés et recommandés par leurs clients. Donc, vous pouvez facilement trouver un praticien près de chez vous et réserver en ligne sur le site. Et donc, quand on parle médecine douce, entre autres, mais les pratiques principales, vous allez avoir médecine traditionnelle chinoise,
hypnose, naturopathie, ostéopathie, réflexologie, sophrologie, ayurveda, et il y en a plein, plein d'autres. Et donc, l'intérêt de la médecine douce, je pense que surtout en cette période qui a été compliquée pour la santé, l'idée, c'est de vous accompagner à maintenir une meilleure santé en prévention et aussi en complément de la médecine allopathique. Donc, voilà, Médoucine, c'est l'objectif, c'est vraiment de développer l'accès aux médecines douces au plus grand nombre et puis de trouver des praticiens de confiance, surtout près de chez vous. Voilà. Et donc, voilà, pour ce soir, le webinaire, je vous rappelle, avec Isabelle Villarem, qui est micronutritionniste et sophrologue du réseau Médoucine. Donc, toi, Isabelle, aussi, tu consultes à Paris dans le 13e et dans l'Oise à Gouvieux. Oui, c'est ça. OK. Donc, je vous rappelle notre sujet, l'impact des émotions et des croyances sur notre alimentation et notre poids. Isabelle, je vais te laisser la main et je crois que tu as une petite présentation à nous partager. Tout à fait. On va passer par les diapos. Super. Donc, si vous avez des questions, voilà, je vais essayer de les lire et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Ah, j'ai un petit souci. Voilà. C'est passé. Voilà. Eh bien, je vais attaquer. Donc, je vous ai mis un récapitulatif. Je suis sur les réseaux sociaux aussi. Si vous voulez me retrouver, il n'y a pas de souci. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet. Il y a des expressions qui sont extrêmement parlantes qui associent l'appareil digestif et les émotions. Par exemple, avoir le ventre noué, la peur au ventre, ça me prend aux tripes, avoir l'estomac dans les talons, ça c'est plutôt quand on a faim. Mais se faire de la bile, j'ai l'eau à la bouche, cela me reste sur l'estomac. Donc, ça fait déjà très, très, très longtemps que dans l'imagerie populaire, l'appareil digestif est lié aux émotions. Donc ça, c'est quand même déjà étonnant. Alors, quelque chose d'intéressant à retenir, c'est que tout ce qui est inconfort et douleur physique, ça a toujours une origine émotionnelle, hein, et c'est très, très difficile à imaginer. Et à partir du moment où on accepte de la reconnaître et surtout de l'entendre, on se dirige à ce moment-là vers la guérison. Donc, dans tout ce qui est le problème de poids, il y a un problème émotionnel obligatoire. Je ne dis pas que ce soit le seul facteur, mais il y a vraiment l'émotionnel qui intervient. Alors, qu'est-ce qu'on a comme croyances liées à l'alimentation? Il y en a d'abord les croyances qui nous sont envoyées par notre famille. Qu'est-ce qu'on a entendu en permanence pendant notre enfance? Alors, il y a des gens qui disent « ferme la bouche quand tu manges »,« les enfants sont beaux à voir, pas entendre ». Il y en a qui faisaient du bruit et je ne supporte plus le bruit, ou on mangeait devant la télé. Tout ça sont vraiment des dictats qui restent. Par exemple, quand on a entendu toute son enfance « finis ton assiette », adulte, ça va être l'adulte peut très bien ne plus du tout ressentir la satiété. Donc, c'est des gens qui vont manger, mais de façon totalement boulimique. Quand on dit beaucoup aux enfants, mais dépêche-toi, mais est-ce que tu es lent? Eh bien, c'est des gens aussi qui risquent, adultes, de ne pas du tout sentir la satiété ou au contraire, de la sentir beaucoup trop bien. Quand les parents disent aux enfants tu n'auras pas de dessert tant que tu n'auras pas fini le salé, par exemple, eh bien, à l'âge adulte, malheureusement, ça va faire des gens qui vont préférer beaucoup le sucré au salé. Et je dis malheureusement, parce que moi, c'est mon cas et je sais que, comme on dit, être un bec sucré, c'est quand même pas quelque chose de facile à éliminer. Donc déjà, tout ce qu'on a reçu comme diktats familiaux pendant notre toute petite enfance va être déterminant sur l'âge adulte, mais vraiment déterminant. Alors, je vous apprends rien en vous disant que la nourriture représente les goûts, bien entendu, mais aussi surtout les rapports au plaisir et au déplaisir dans une famille. Elle donne des vraies indications sur ce qui était interdit dans les familles et sur les valeurs du groupe familial, hein. Chaque famille a des rituels alimentaires. Et du coup, quand on connaît ces rituels-là, on peut très bien avoir un petit peu des notions des enjeux qui s'y sont déroulés, qui peuvent expliquer quand même une partie de l'anorexie, de la boulimie comme des troubles alimentaires. De toute façon, l'anorexie, la boulimie et les troubles alimentaires trouvent toujours leurs racines dans le milieu familial, c'est-à-dire extrêmement précocement, hein. C'est très tôt que ça se fait.
Et donc, effectivement, à ce moment-là, l'alimentation, c'est plus du tout une alimentation plaisir, mais elle peut virer à la souffrance. Et puis, elle peut être une source de violence, pas physique, mais verbale dans les familles. Ça peut tout à fait être le cas, hein, particulièrement quand il y a des troubles alimentaires. Alors, à côté des croyances familiales, qui sont ce que nous ont dit nos parents quand on mangeait, il y a aussi des croyances collectives, alors très souvent inconscientes, qu'on véhicule. Par exemple, il faut boire 1 litre de lait par jour pour avoir des os solides. Eh bien, cette croyance-là, qui a la vie extrêmement dure, elle est issue de ce qui s'est passé dans les années 50-60 quand il a fallu réhabiliter la filière lait qui était en train de péricliter. Et il y a un ministre de l'Agriculture qui a dit on va donner des verres de lait tous les jours aux enfants dans les écoles. Depuis, il y a une croyance vraiment populaire qui dit qu'il faut boire 1 litre de lait par jour pour avoir des os solides. D'où l'addiction au lait de vache, qui est juste un truc qui peut être terriblement épouvantable pour les gens qui sont intolérants au lactose, par exemple. Il y a une autre croyance qui dit que le pamplemousse fait maigrir. Ben, ça, c'est pas du tout obligatoire, hein. Pour maigrir, il faut manger moins gras. Ben, alors là, moi, je m'insurge complètement contre cette croyance-là parce que beaucoup de surpoids sont liés non pas au gras, mais au sucre. Parce que quand le sucre est stocké dans le foie et quand les capacités de stockage du foie sont dépassées, il transforme, lui, le foie, le sucre en gras. Donc, c'est comme ça qu'on a franchement une obésité qui peut être... c'est assez incroyable. Et chez les gens en sous-poids, c'est-à-dire chez des anorexiques, il y a une phobie du gras qui est très fréquente et donc qui est liée à ça, à cette croyance inconsciente. Alors, il faut absolument faire 3 repas par jour. C'était quelque chose que je croyais vrai avant et franchement, ce n'est pas du tout vrai. Il y a des gens qui peuvent tout à fait sauter le petit déjeuner et qui s'en portent très bien. Il y a même des grands sportifs qui décalent complètement leur repas et qui vont faire plutôt un repas en milieu d'après-midi quand ils ont fini leur sport. Et pourquoi pas? On est tous uniques et différents. Nous avons tous un corps qui est unique et différent et c'est la raison pour laquelle un régime sur la totalité des personnes ne pourra jamais, jamais, jamais marcher. C'est totalement utopique. Nous sommes tous uniques et différents et ça, je vais vous le répéter vraiment beaucoup. Alors, il faut manger de tout pour être en forme. Ça, c'est tout à fait faux aussi parce que quand on est intolérant au lactose, quand on est intolérant au gluten, on ne peut pas manger de tout. Et puis moi, je vois de plus en plus de gens qui sont food maps. Bon, je ne vais pas avoir le temps de l'expliquer, mais du coup, pendant 2 mois, je suis obligée de leur proposer, enfin, vraiment, je leur propose une éviction de plein d'aliments. Donc, ce n'est pas vrai, on ne peut pas manger de tout pour être en forme. Ça, ce n'est pas vrai non plus. Les épinards sont riches en fer. Je ne sais pas si vous le savez, puisqu'on a mis ça avec Popeye. Hein. Popeye mangeait de l'épinard et il était comme ça très fort. C'est lié uniquement à une faute de frappe d'une secrétaire qui a tapé la quantité de fer des épinards et c'est resté. Donc, c'est vraiment une croyance aussi qui a la vie dure. Il faut manger de la viande et du poisson à chaque repas. Ça, c'est une hérésie, mais complète. Les végétariens le montrent très bien. Il y a des végétariens qui sont en pleine forme, donc ce n'est pas du tout une obligation. Les produits light sont meilleurs pour la santé, c'est totalement faux aussi. Alors ça, c'est une croyance qu'a la vie extraordinairement dure. À la ménopause, on grossit forcément. Il y a des gens qui vont grossir, ça c'est certain. Et puis, il y a des gens, particulièrement ceux qui pensent que cette croyance n'a pas lieu d'être et qui décident, parce que tout est dans notre intention, ces gens-là qui ont l'intention de ne pas grossir à la ménopause ne grossiront pas. C'est absolument une croyance qui a la vie très, très dure. Mais par contre, quand on adhère à cette croyance, alors là, effectivement, on va grossir. Ça, c'est sûr et certain. Alors maintenant, on a vu les croyances. Donc, retenez bien qu'il y a les croyances familiales, les croyances collectives. Les collectives, elles sont très souvent inconscientes. On les porte, elles sont véhiculées en général dans nos familles et du coup, on y adhère. Maintenant, je vais vous parler des émotions qui sont liées à l'alimentation. Et alors, il y en a énormément. Quand on pense aliments, on va d'abord penser plaisir, joie, bonheur, enthousiasme, passion, pour tous ceux qui aiment beaucoup la nourriture. Pour ceux qui sont moins branchés sur l'alimentation, ça peut être sécurité, curiosité, indécision. Mais il y en a pour qui ça va vraiment être de la douleur
Et il y en a pour qui ça va être aussi de la frustration quand ils essayent désespérément de faire des régimes. Il y en a qui vont être méfiants à l'égard de certains aliments. Il y en a pour qui ça va être du dégoût. Il y en a pour qui ça va générer de la tristesse, d'autres de la déception et certains de la peur, hein. Les deux culpabilités qui ont un impact incroyable sur l'alimentation et donc sur les problèmes de poids, c'est surpoids et sous-poids, les deux, hein. C'est la culpabilité et la honte. Alors ça, on va y revenir un peu plus loin, mais ce sont des émotions qui ont la vie dure. Je vous montre une petite roue des émotions qui se trouvent facilement sur Internet. Les 4 émotions les plus connues, c'est, je ne sais pas si vous voyez mon doigt, la colère, la joie, la peur et la tristesse. Mais si la colère, on est passé de la colère à une colère très pire, on est dans la rage. Pour la joie, bah, ça va être l'extase. Pour la peur, ça va être la terreur. Et pour le chagrin, pour la tristesse, ça va être le chagrin. Mais on peut aussi avoir une forme plus légère de tout ça, ce qui explique qui est vraiment cette roue des émotions, qui peut être intéressante pour reconnaître soi-même les émotions qu'on éprouve quand on mange. C'est intéressant de savoir ce qu'on éprouve et ça peut vous aider à mettre un nom dessus. Il y a vraiment un lien, maintenant c'est tout à fait reconnu, entre la pensée, l'émotion et le comportement alimentaire qui va suivre. J'ai une pensée, par exemple, de culpabilité. Ah, je ne dois pas. Alors, le je dois, c'est quelque chose de terrible, évidemment. Je ne dois pas manger parce que j'ai un problème de poids. Et immédiatement, je vais avoir une des émotions qu'on a vues sur la roue avant, qui va peut-être, si c'est une émotion de stress, me faire fabriquer du cortisol par la surrénale et je vais du coup avoir un comportement peut-être justement de boulimie qui était exactement ce que je voulais éviter. Donc il y a toujours un lien entre la pensée, l'émotion et le comportement. Donc les comportements alimentaires sont toujours générés au départ par une pensée qui va générer une émotion et qui va générer un comportement. Et après, c'est un cercle sans fin. Alors, les émotions liées à l'alimentation, les interdictions alimentaires, moi, et le mot même régime, c'est un mot que j'ai complètement banni de mon vocabulaire, c'est un mot que je n'aime pas du tout. Moi, je préfère le mot réforme. On fait une réforme alimentaire, on fait en aucun cas un régime. Un régime amène obligatoirement la frustration derrière. Donc, ça, autant éliminer directement le mot de son vocabulaire. Mais attention, si je vous dis par exemple que de ne pas regarder et d'oublier ou d'oublier immédiatement la photo de l'éléphant rose avec des lunettes, la première chose que vous allez faire, c'est justement de la mémoriser. Donc, faire une interdiction alimentaire, ça n'a pas de sens. Sauf en cas de maladie, quand je vous dis là, les évictions que je propose dans les food maps, c'est parce qu'il y a un problème intestinal, la majeure. Alors, les émotions les plus fréquentes qui poussent elle à manger, alors la peur, qui est une émotion incroyable pour pousser, la honte et culpabilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ces deux-là, elles sont absolument terribles, mais on peut aussi être poussé vers le sucré, par exemple, quand on est en colère et quand on est triste. Alors, il y a d'autres sentiments qui poussent à manger, c'est le sentiment d'ennui, le sentiment de vide et surtout le sentiment de solitude. La solitude, elle peut vraiment pousser à manger, hein. Et puis après, il y a l'inquiétude aussi qui pousse à manger et la douleur. C'est assez paradoxal, mais il y a des gens qui disent « j'ai mal, mais j'ai l'impression que j'ai mal au ventre, mais j'ai l'impression que si je mange, je vais aller mieux ». Donc, ils continuent à manger malgré la douleur et parfois, ils ont l'impression que la douleur, justement, cesse. Donc ça, c'est important pour eux. Là, quand je vous montre ça, évidemment, je vous montre des aliments un peu doudous. Et les aliments doudous, c'est les aliments qui vont anesthésier mes émotions. Et l'intérêt des anesthésier, c'est que je ne les ressens pas. Donc en vrai, quand je mange mes aliments doudous, je mange mes émotions. Et manger mes émotions, ça m'empêche de les ressentir. À partir du moment où je ne les ressens pas, et je ne les ressens plus, je ne suis plus en conscience de ce que je fais. Et c'est la raison pour laquelle je peux être parfaitement boulimique. J'ai anesthésié mes émotions, j'ai mangé mes émotions,
Donc, je peux manger le paquet de gâteaux sans m'en rendre compte même. D'accord? Et ce qui va évidemment amener derrière culpabilité et honte, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces quatre grandes émotions? Derrière la peur, il y a vraiment un besoin de sécurité. On a besoin d'être rassuré. Donc, si on a conscience d'avoir peur, on pourra gérer cette peur et gérer différemment notre compulsion alimentaire. Mais il va falloir qu'on se donne de la sécurité, bien entendu. Derrière la joie, c'est plutôt facile, ça c'est la reconnaissance, donc tout va bien pour la joie. Mais derrière la colère, j'ai un vrai besoin de justice et j'ai un besoin de reconnaissance ou d'être reconnu, et donc c'est important de le savoir, parce que du coup, si je suis en colère, je peux aussi me poser la question de savoir contre quoi je suis en colère et contre qui. Et en fait, la colère qu'on retourne contre quelqu'un, très souvent, derrière cette colère-là, on va trouver une colère contre soi. Et cette colère contre soi, c'est elle qui va nous pousser à manger. Donc, c'est important de la reconnaître. Et derrière la tristesse, il y a vraiment un besoin d'amour et de relation. Et c'est important de l'accepter et de se dire « Ah, je suis triste », ben, plutôt que de me ruer sur un paquet de gâteaux que je vais manger en entier. Est-ce que je ne pourrais pas, moi, me donner à moi-même de l'amour et de la relation? Parce que des fois, on est très souvent pas très bienveillant avec nous-mêmes. Et c'est cet énorme problème-là qui va nous pousser à manger un paquet de gâteaux. Et derrière la culpabilité, il y a plusieurs émotions liées ensemble. Hein. Donc, l'émotion, c'est un excellent indicateur de la satisfaction de nos besoins. Mais si je mange mes émotions, je ne les ressens plus. Si je ne ressens plus mes émotions, je ne peux même plus imaginer ce que j'ai comme besoin. Et je vais penser avoir besoin du paquet de gâteaux, évidemment. Donc là, regardez, je peux anesthésier mes émotions, pas seulement avec un paquet de gâteaux, je peux l'anesthésier avec la pizza sans aucun problème. Hein. Alors, la médecine traditionnelle chinoise, les Chinois ont mis cinq émotions sur 5 organes, et c'est très intéressant de voir ceux qui sont impliqués. La colère, elle est liée au foie. La rate, elle est liée à la rumination, au souci, à la réflexion. Le poumon à la tristesse, le rein à la peur et la joie au cœur. Les gens qui ont des problèmes de foie, qui ont un foie qui ne fonctionne pas très bien, peuvent avoir des vrais problèmes de colère. Ça peut être un énorme problème. Donc ça, comme le foie est complètement impliqué dans la digestion, c'est embêtant. Et alors, deuxième chose très importante, on sait maintenant que l'appareil digestif, c'est notre deuxième cerveau. Il y a 200 millions de neurones qui sont dans l'appareil digestif, qui sont extraordinairement actifs. Le deuxième cerveau, il est également, donc notre appareil digestif est extraordinairement sensible des émotions. Je ne sais pas si vous le savez, mais le lieu des mémoires et des émotions, il se situe dans le gros intestin. Donc le gros intestin, c'est là où il y a le fameux microbiote qui contient 100 000 milliards de bactéries qui font la pluie et le beau temps. On découvre de plus en plus de fonctions à ce microbiote. Je vais vous en parler très brièvement parce que ce n'est pas le sujet du webinaire ce soir, mais c'est un élément clé de la digestion, ce fameux gros intestin. Mais c'est le lieu de nos mémoires et de nos émotions, donc c'est très important à savoir. Alors, je vous propose un petit exercice comme ça, rapide. Si je vous demande ce qui vous a stressé aujourd'hui, est-ce que vous vous reconnaissez dans une des phrases suivantes? Je ne supporte pas que, ou je me sens triste parce que, j'ai peur parce que, je me sens coupable parce que. C'est assez rare qu'on se dise spontanément dans la journée, je me sens reconnaissante parce que, ça c'est assez rare parce que c'est la gratitude, mais c'est pourtant une émotion très forte, la gratitude, donc on en parle de plus en plus. Je me sens heureuse parce que, je me sens sûre parce que, je me sens fière parce que, évidemment, ça ne va pas être générateur, les 4 derniers, bien sûr, ne vont pas être génératrices de stress, mais les 4 premières, oui. C'est intéressant, avant d'aller prendre un déjeuner ou un dîner, de se demander comment on se sent, de faire un petit check-up de son corps, de se dire comment je me sens là tout de suite, qu'est-ce qui se passe dans mon corps et comment est-ce que évolue mon stress, est-ce que je suis stressée ou pas? Parce que si on est stressé, alors c'est la porte ouverte à la compulsion alimentaire. Par contre,
Si je ne suis pas stressée, ça va déjà beaucoup mieux. Quand on identifie tous les sentiments dits négatifs, hein, c'est un mot qui n'est pas tout à fait juste, comme la peur, la colère ou la tristesse, si on les identifie, ils vont être beaucoup moins forts et virulents. Et du coup, on va pouvoir les transformer en positifs et du coup, ne pas avoir de compulsion alimentaire. Donc là, c'est quelque chose que vous connaissez, mais c'est pour ça que je l'ai mis en photo. Un stress va entraîner un déséquilibre dans les émotions, il va faire une augmentation, il va créer une augmentation incroyable d'émotions négatives. On va chercher des aliments réconfortants, hein. En général, c'est ou les sucrés ou les salés, et ce sont les mauvaises graisses, évidemment. Donc, ça va entraîner un changement du comportement alimentaire. Donc, on va manger de plus en plus d'aliments qui seront extrêmement pauvres au niveau des vitamines, des minéraux, et on va être carencé. Donc, évidemment, à partir du moment où on est carencé, on affaiblit incroyablement ce fameux… Alors là, c'est marqué flore intestinale. Flore intestinale et microbiote, c'est le même terme. Donc, on affaiblit incroyablement ce microbiote qui est si important. Alors, on dit des choses comme j'aime le sel ou j'aime le sucre. Et effectivement, pour ceux qui sont attirés par le sel, on peut imaginer aussi qu'ils vont avoir envie d'avoir raison. Et ceux qui sont attirés par le sucre, eux, ils ont envie de douceur dans la vie. En général, ils sont très exigeants avec eux-mêmes. On a envie de retrouver le goût sucré du lait que nous donnait notre mère. C'est notre première pourvoyeuse en goût sucré, c'est notre mère, parce que le lait, qu'il soit maternel ou qu'il soit synthétique, est sucré, hein. Alors, l'attirance par le sucre, il faut savoir aussi qu'elle est provoquée par une carence en sérotonine, et des fois, chez les adultes, c'est embêtant parce que elle provoque tristesse, irritabilité, et en fait, elle va entraîner une compulsion sucrée qui est incroyable, hein. Alors, évidemment, ce qui est embêtant, c'est que le lien entre les émotions et les aliments est plus important et plus fort chez les personnes en surpoids ou celles qui suivent un régime alimentaire. Je vous ai dit, le régime alimentaire, la première émotion qu'il va générer, c'est la frustration. Et la frustration, elle va être très mal vécue et en général, elle va entraîner la compulsion alimentaire. On sait aujourd'hui que ça doit être, je crois que les chiffres, c'est à peu près 94% des régimes suivi se termine toujours par une reprise de poids et une prise de poids qui était supérieure à celle qu'on a perdue. Donc, c'est la raison pour laquelle suivre un régime est une hérésie complète, ne sert strictement à rien. Alors, c'est important que je vous dise ça, ce que je réprime s'imprime. Alors, si je réprime justement mon envie de douceur, ça va s'imprimer vraiment en moi. Ce à quoi je résiste, si je résiste à mon paquet de gâteaux, il va persister. Donc, c'est important de le savoir. Ce que je fuis me poursuit, donc je fuis mon paquet de gâteaux, mais il va me poursuivre et me rattraper d'une autre façon. Ce à quoi je fais face, c'est face, donc c'est important de faire face à ça. Je regarde mes émotions en face, elles vont être à moitié résolues. Et puis, quelque chose d'hyper important à connaître dès maintenant, c'est ce que je visualise se matérialise. C'est, je ne sais pas pour ceux qui la connaissent, le fameux effet de la loi d'attraction. Si je visualise quelque chose que je désire très fort, il va se matérialiser. Donc, c'est exactement pareil pour les problèmes de poids, de surpoids, de sous-poids, de troubles alimentaires. La visualisation peut être quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, il y a 6 motivations qui nous poussent à manger. Alors, celle qu'on appelle paresse, je trouve que ce n'est pas un très bon mot parce qu'elle veut juste dire qu'on ne croit pas en soi. À partir du moment où je ne crois pas en moi, je peux manger parce que je ne crois pas en ma capacité à me driver, je ne crois pas en ma capacité à décider de mes choix, donc je vais manger par paresse. On peut manger par habitude et là, alors, on va être très contrôlé par les croyances, surtout les croyances familiales. Il y a des croyances familiales, mais qui vont perdurer jusqu'à la fin de leur vie pour les personnes qui n'en ont pas conscience, hein. Donc, la conscience, c'est la chose la plus importante qui soit, être en conscience de ce qui m'arrive. On peut manger aussi évidemment par gourmandise parce que j'ai envie de me combler avec l'alimentation, hein. On peut manger par contrôle, par principe, parce que j'ai
j'ai décidé que le passé allait diriger ma vie. Donc ça, c'est un principe. Et donc, je mets en principe en marche tout ce que j'ai appris dans le passé. On peut manger par émotion parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si j'ai une émotion forte de tristesse, de colère, de chagrin, je peux essayer de me couper de mes émotions en mangeant mes aliments doudous, justement. Et puis, je peux me récompenser en mangeant parce que je m'en demande toujours énormément, beaucoup trop. Et que du coup, j'ai l'impression que je me récompense en mangeant mes aliments doudous. Donc voilà, six motivations pour manger qui ne sont pas, qui évidemment ne sont pas les meilleures, bien entendu. Il vaut mieux se dire, je nourris mon corps et je donne à mon corps les bons éléments dont il a besoin pour que je sois en forme, que de manger par une de ces motivations-là. La motivation principale, c'est je fais du bien à mon corps. Et si on pense je fais du bien à mon corps et je lui apporte tout ce dont il a besoin, on n'est plus du tout dans la même vision de l'alimentation. Il faut penser à l'alimentation santé. Surtout aujourd'hui, quand on voit tous les problèmes de malbouffe qu'il y a, c'est juste phénoménal. Donc, il faut que ce soit quelque chose de fort. On vient d'avoir un signal qui a été très très fort puisque le corona a surtout atteint les personnes en surpoids. Beaucoup de personnes qui ont été intubées dans les hôpitaux, c'était des personnes en surpoids. Ça a été clairement dit. Donc ça a été vraiment un signal fort qui a été donné. Et pour éviter ce surpoids, il faut vraiment revenir à une alimentation santé, se dire, être content de nourrir son corps avec les bons aliments. Alors, c'est la culpabilité, ça je ne vous apprends rien, qui fait grossir le plus. Elle est redoutable, mais on a un vrai problème d'acceptation de soi face à cette culpabilité. Et moins j'écoute mes besoins alimentaires, évidemment, moins je vais écouter mes besoins dans la vie de tous les jours. Ça va être tout le temps le cas. Quand on n'écoute pas, qu'on a des troubles alimentaires, eh bien, on a des troubles dans ses besoins de tous les jours. Alors, on va voir un peu plus loin les blessures de l'âme qui font celles qui entraînent le plus de surpoids. On va en reparler tout à l'heure. Donc, la culpabilité, c'est bien sûr se sentir coupable. Elle peut être consciente, mais elle peut être parfaitement, totalement inconsciente. Elle prend toujours naissance dans notre enfance. C'est une des principales causes aujourd'hui du mal-être des personnes. Et la première chose à faire, c'est déjà d'en prendre conscience et de l'accueillir. Se dire, ah, je me sens coupable. Mais je me sens coupable de quoi en fait? Je me sens coupable parce que je vais manger un gâteau dont j'ai envie. Et si je le mangeais avec plaisir plutôt que de le manger avec déplaisir, ça fait une énorme différence dans le corps. Le manger avec plaisir, il va être digéré. Le manger avec déplaisir, parce que je me sens coupable, alors je vais donner comme information à mon corps que je suis en état de guerre. Et si je suis en état de guerre, mon corps va immédiatement vouloir faire des réserves. Lui, ce qu'il a assimilé, mon corps, de façon inconsciente, depuis toujours, c'est que quand on est en état de guerre, on doit faire des réserves. Parce que comme ça, on ne sera jamais en manque. Et si je fais des réserves, alors je vais mettre le gâteau que je viens de manger, il va aller, les conséquences, enfin les nutriments qui composent le gâteau que je viens de manger, au lieu d'aller suivre son chemin normal et nourrir de façon intelligente mes organes qui en ont besoin, vont aller nourrir une cellule graisseuse. Et la cellule graisseuse, il faut savoir qu'elle ne disparaît jamais. Quand on maigrit, elles vont se dégonfler, mais elles ne vont jamais mourir. Donc, autant ne pas les former. Ça, c'est un élément de base à connaître. Donc, si j'ai pris beaucoup de poids, 20 ou 30 kilos en quelques mois, en règle générale, ce qui va être intéressant quand même, c'est de chercher un choc, un traumatisme juste avant. Juste avant la situation de la prise de poids, il va falloir quand même penser à un trauma et il va falloir le chercher. Donc, je vous ai dit que les cellules graisseuses ne mourraient jamais et en plus, non seulement elles ne meurent jamais, mais en plus, elles ont une fâcheuse habitude, c'est elles qui fixent toutes les toxines. Ça se trouve toujours dans le tissu adipeux. Donc, donner comme info à votre corps, je me sens coupable, donc je suis en guerre, donc c'est la privation, donc c'est la réserve, donc ça va aller dans le tissu adipeux, c'est une très mauvaise idée. Autant quand on a une culpabilité, la regarder en face et se dire, je vais manger avec plaisir le gâteau qui me tente tellement. Alors,
on va parler maintenant des blessures de l'âme parce que ça, c'est quelque chose qui va générer des... Attends, Isabelle, on t'entend plus. Attends. Est-ce que c'est bon là, je pense? Tu Alors, peux reprendre sur les blessures de l'âme, vas-y. tu m'entends là? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, c'est un psychiatre américain qui a parlé le premier dans les années 30, 1930, des blessures de l'âme. Et Lise Bourbeau les a reprises et a beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Alors, il y a 5 blessures et on dit que toutes les âmes de tous les humains portent ces blessures. Il n'y en a qu'une qui est optionnelle, qui est l'humiliation. Sinon, les 4 autres, on les porte tous à des degrés plus ou moins forts. Il y a toujours 2 blessures qui sont prépondérantes aux autres. Et elles sont génératrices de plein de choses. Alors, je vais d'abord vous en parler un peu. La blessure de... Alors, oui, je ne vous ai pas dit. C'est le rejet, la trahison, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. Il faut savoir que, par exemple, la blessure d'abandon, ce n'est pas parce que mon âme porte la blessure d'abandon que j'ai été réellement abandonnée par mes parents. On peut très bien ne pas avoir été abandonné par ses parents, mais néanmoins ressentir la blessure d'abandon. Ça, c'est pour toutes les blessures, c'est comme ça. Mais vous allez voir qu'en règle générale, elles sont aussi réactivées par ce qui s'est passé dans notre petite enfance. Et donc, la blessure de rejet, c'est le cas d'un enfant qui n'est pas désiré dans ce sexe-là par un des parents. Par exemple, une mère qui voudrait avoir un garçon et qui a une fille. Donc, l'enfant, le fœtus dans le ventre de sa mère, va parfaitement ressentir que sa mère veut absolument un garçon et pas du tout une fille. Ça, c'est la plus douloureuse des blessures parce qu'elle survient extrêmement tôt dans le ventre du parent du même sexe. Hein. Alors, pour les hommes, c'est un peu faux parce que, excusez-moi, il faut que je mette un bémol, les hommes n'ont pas d'enfants dans le ventre, donc c'est que les femmes qui portent, mais si une femme veut absolument une fille et que c'est un garçon, et bien le garçon qui vient au monde va ressentir cette blessure de rejet. Alors, la phrase, vous pouvez essayer de voir si vous vous reconnaissez dans une des blessures d'ailleurs. Si une des blessures, une de ces phrases-là vibre pour vous, si elle est parlante pour vous, c'est peut-être que vous portez partiellement cette blessure-là. Par exemple, dans la blessure de rejet, c'est « je n'ai pas le droit à la vie ». C'est extrêmement fort, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas le droit à la vie. Alors, vous voyez, je vous ai mis les dessins de Lise Bourbeau. Physiquement, on porte, quand les blessures sont extrêmement fortes, hein, par exemple, évidemment, l'homme et la femme représentés là, sont des gens qui ont la blessure de rejet en majeur chez eux, extrêmement forte. Hein. Le problème, c'est que ces blessures sont tellement douloureuses que l'humain va toujours mettre en place un système pour s'en protéger. Et le système mis en place pour ceux qui portent la blessure de rejet, c'est la fuite. Et donc, ils vont être toujours fuyants dans leur vie. Dans leur vie de quotidienne, ça va vraiment les poursuivre parce qu'ils vont vraiment, vraiment fuir. Donc, évidemment, ce qu'ils sont venus apprendre avec cette blessure-là, c'est à affronter la vie. Donc, ce n'est pas facile pour eux. Hein. Donc, la blessure de rejet, on va voir, regarder avec l'alimentation, c'est quelqu'un qui rumine énormément puisqu'il pense qu'il n'a pas le droit à la vie. Donc, il se coupe de son appétit. Il n'entend pas du tout parler de son appétit. Il est extrêmement attiré par le sucré, mais le sucré va le fatiguer incroyablement. Il peut être attiré par l'épicé. Mais lui, ce qu'il aime surtout, c'est alimenter son mental plutôt que son corps. Et il est dans cette blessure incroyable de rejet qui pense que il n'a pas le droit à la vie, donc il ne va pas du tout être obsédé par l'alimentation. Lui, il a rejeté la façon dont sa mère l'a nourri affectivement et physiquement, donc il ne se sent pas aimé, il ne se sent pas accepté, et c'est très douloureux pour lui, c'est extrêmement douloureux. Donc lui, avec l'alimentation, il n'aura pas de problème de surpoids. Il peut par contre avoir un problème de sous-poids, hein, tout à fait. La blessure d'abandon, elle arrive entre 1 an et 3 ans et elle est donnée par le parent du sexe opposé. Hein. Si vous vous reconnaissez dans cette phrase-là ou si cette phrase-là vibre pour vous, est parlante pour vous, j'ai besoin de faire valider tout ce que je fais. En fait, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de l'aval des autres. Hein.
Et le problème de cette blessure-là, elle est très embêtante celle-là parce que le moyen de s'en prémunir, c'est d'être dépendant. Mais la dépendance, elle peut prendre des formes incroyablement différentes. On peut être dépendant de l'alimentation, bien sûr, mais on peut être dépendant du sport, on peut être dépendant de l'alcool, on peut être dépendant de la drogue, on peut être dépendant financièrement, on peut avoir des tonnes de dépendances. Évidemment, ce qu'on vient apprendre du coup, c'est l'autonomie quand on est dépendant. Du coup, dans l'alimentation, elle peut parfaitement faire grossir, hein, parce qu'on peut vraiment manger absolument sans faim, uniquement pour remplir son vide intérieur. Hein. Et ce qu'on a, c'est un manque d'amour très précoce et d'attention, donc il faut absolument le compenser. En général, les gens qui ont cette blessure-là peuvent préférer les aliments mous. Alors, il y en a qui ne vont pas grossir parce qu'ils ont la croyance qu'ils ne sont pas assez aimés, pas assez aimables, donc ils ne vont pas grossir, mais on peut être aussi complètement dépendant de la nourriture. Et cette dépendance-là, elle va me faire grossir incroyablement. Donc là, Lise Bourbeau, effectivement, elle a mis un couple qui n'est pas gros du tout, mais on peut vraiment grossir avec cette blessure-là. La blessure d'humiliation, elle arrive entre 1 et 3 ans et c'est un des parents qui se sent humilié ou qui a honte de l'enfant. Et ça, elle peut être générée ou bien par la personne qui a en charge l'enfant ou bien par une autre personne, une tierce personne qui a en charge la propreté de l'enfant. Et je ne sais pas si cette phrase digne vibre pour vous, je ne suis pas digne. Alors, les gens qui portent cette blessure-là, ils vont être masochistes, mais au sens très sympathique du terme, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont toujours vouloir rendre service. Je rends service aux autres, même si on ne me le demande pas. Donc, je suis très aimable, je veux toujours rendre service. C'est vraiment une blessure qui est extrêmement sympathique parce que, franchement, ils sont adorables. Par contre, ce qu'on vient apprendre dans cette vie-là, évidemment, c'est l'estime de soi. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Et évidemment, celle-là, au niveau du poids, c'est la pire. Hein, parce que, eh bien, j'apprécie ce que je mange en plus, mais je me sens toujours coupable et j'ai surtout ce sentiment de honte qui me poursuit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ben, pour faire taire un peu ce sentiment de honte, je vais manger. Et je suis alimentaire absolument redoutable. Hein. Il mange, cette blessure-là, elle fait manger parce qu'on se remplit et on ne sent plus son corps comme ça. Donc, on ne sent plus la honte qu'on a pour ce corps-là. Et en général, ils peuvent être attirés par la crème, le gras et les sauces. Hein. Alors, évidemment, ce sont des choses qui plutôt font grossir que maigrir. Donc là, ce qui est indispensable pour les personnes qui portent cette blessure-là, c'est d'apprendre le plaisir qui est lié aux 5 sens sans se sentir coupable. Hein, et d'arrêter de penser qu'on est toujours trop ceci, trop cela, qu'on a honte, qu'on est… Voilà. La blessure de trahison, elle arrive avec le parent entre 2 et 4 ans par le parent du sexe opposé qui dévalorise. Hein, donc elle cache aussi la blessure d'abandon. Je ne sais pas si la phrase vibre pour vous, je ne peux pas faire confiance aux autres. Alors, ce sont des gens qui ne vont jamais faire confiance aux autres, ils ont confiance essentiellement en eux-mêmes. Et donc, du coup, ce qu'ils vont mettre en place pour éviter de souffrir de la blessure, c'est qu'ils vont être contrôlants. Alors, contrôlant, ça veut dire je contrôle tout, je vais contrôler mes finances, mon poids, mais je vais aussi contrôler les membres de ma famille, par exemple. Donc, ce qu'ils viennent apprendre, évidemment, c'est à lâcher prise, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Et alors, eux, avec l'alimentation, ils vont manger vite, ils mastiquent pas, ils ne goûtent pas les aliments. Ils peuvent même faire complètement autre chose en mangeant. Ils vont ajouter du sel, des épices, du sucre, sans même avoir goûté. Vous voyez, ces gens qui ne goûtent même pas le plat et qui rajoutent d'emblée du sucre ou du sel. Hein. Mais alors, ils ont vraiment un problème avec la nourriture affective. Et pour les femmes, si elles sont porteuses de la blessure de trahison, eh bien, elles vont essentiellement prendre dans les hanches et dans le ventre. Et pour les autres, pour les hommes, par contre, ça va être beaucoup le ventre et les épaules. On voit chez la femme déjà les hanches et elle prend sur les hanches. Hein, et on voit pour l'homme, c'est sur les épaules. Donc ça, c'est vraiment, ça peut être ça. Donc c'est localisé, je vais dire ça comme ça. Hein. Le problème du contrôle, c'est qu'il peut tout à fait dégénérer en culpabilité. Et la culpabilité, comme on a vu précédemment, elle fait terriblement grossir. Hein. Alors la blessure d'injustice, c'est une blessure qui arrive entre 4 et 6 ans.
et donc par le parent du même sexe. Donc, ce qu'on va mettre en place pour éviter d'en souffrir, c'est la rigidité. Donc, ce qu'on est venu apprendre, c'est la flexibilité. Et là, la phrase clé de la blessure d'injustice, c'est « je dois être parfait pour être aimé ». Donc, l'injustice, en général, c'est des gens, quand ils portent ça, ils vont pas grossir leur vie durant, éventuellement un peu en vieillissant. Mais en fait, ils se contrôlent énormément pour être parfaits, donc il n'y aura pas de souci, hein. Donc, les enfants en général viennent réveiller chez leurs parents ce qui n'a pas été réglé avec leurs propres parents. Donc, ça peut réactiver les blessures des parents. Donc, en règle générale, on dit aussi qu'un enfant vient quand un enfant arrive dans une famille, il y a un des parents qui a souvent la même blessure ou une de ces blessures, hein, très très souvent. La boulimie, c'est vraiment un conflit intérieur avec ma mère. J'ai envie de la bouffer. Hein, et donc, je peux la rejeter en me faisant vomir. Donc ça, c'est important de le savoir parce que du coup, on peut la gérer mieux en faisant la paix avec sa mère, puisqu'en règle générale, la mère a vécu la même chose avec sa propre mère, hein. L'hyperphagie, c'est grignoter tout le temps, manger beaucoup, mais ne pas se faire vomir, hein. Évidemment, du coup, l'hyperphagie, elle fait grossir, hein. Alors, il y a des questions à se poser. Quelle était ma relation avec ma mère? Comment est-ce que je me sentais avec elle? Est-ce que j'étais fusionnelle ou pas? On peut être aussi la détester. À la limite, l'aimer et la détester, c'est assez proche. C'est toujours un lien. Que ce soit un lien d'amour ou un lien de haine, c'est toujours un lien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se réconcilier avec elle pour faire la paix avec soi, quoi. L'anorexie, c'est un trouble, évidemment, qui est de l'alimentation, qui est surtout féminin, mais il existe aussi chez les hommes, hein, mais beaucoup moins. Alors, c'est un rejet très fréquent de la mère et du principe féminin qu'on a en soi, hein, donc c'est embêtant. Il y a une recherche terrible de la perfection avec un rejet de soi-même et accompagné de culpabilité de ce que je suis et de ce que je fais. Donc, ça se traduit par je ne mange plus du tout, je mange de façon extrêmement contrôlée, en contrôlant incroyablement mon alimentation. Donc, évidemment, dans le contrôle, on retrouve la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Que ce soit l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie, il y a toujours des causes plurifactorielles, il y a des causes bien sûr psychiques, il y a des causes familiales, il y a des causes environnementales, il y a des tas de causes. Mais je vous redis encore une fois que si je nie mes émotions, je les amplifie et je les mange. Donc surtout, arrêtons de manger nos émotions. Alors, deux solutions très pratiques comme ça, je vous l'ai dit, voilà, je vous le dis en passant. On peut demander à son corps de bien vouloir digérer tout ce qu'on lui propose, d'assimiler ce qui est bon pour lui et de rejeter ce qui n'est pas bon pour lui, d'accord? Ça, c'est une solution déjà si vous commencez à prendre conscience que vous pouvez parler à votre corps, donc vous pouvez vous réconcilier avec lui, parce que de toute façon, que ce soit le sous-poids ou le surpoids, il y a toujours un problème d'image du corps. Je ne suis pas en accord avec mon corps et je ne l'aime pas. Et si je commence à parler un petit peu avec lui, vous allez voir que c'est le premier pas vers une renaissance à ce niveau-là. La deuxième super importante, c'est que si on commence déjà par manger très vite, alors là, c'est sûr qu'on ne va pas digérer. Et pour manger lentement, on peut bien sûr poser sa fourchette entre chaque bouchée, mais ça, c'est quelque chose d'un peu contraignant à faire. Une façon plus facile de se ralentir, c'est de penser à toutes les personnes qui ont œuvré pour que j'ai ce que j'ai dans mon assiette à manger. Donc, si on peut penser aux maraîchers, on peut penser aux bouchers ou aux poissonniers, on peut penser aux transporteurs, ceux qui les ont transportés, à l'éleveur, à ceux qui ont… Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont permis qu'on ait ce qu'on a à manger dans nos assiettes. Et puis, il y a toujours cette phobie du graisse, je vous dis, de la graisse qui est mal vue. Il faut savoir aussi que la graisse est vraiment une source d'énergie juste incroyable. Quand on court, les 10 premières secondes de course, le muscle va utiliser le sucre et tout de suite après les 10 premières secondes, il va passer sur la graisse. Donc, c'est dire si la graisse a une fonction extraordinairement importante. Alors, comment est-ce qu'on peut se libérer de ces croyances et de ces émotions? Il y a plein de choses à faire, hein, mais je vais vous redire encore une fois que nous sommes tous uniques et différents et que ce qui va aller à l'un n'est pas ce qui va aller à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle
c'est important quand on a des problèmes avec son poids d'aller voir quelqu'un pour se faire aider, ça c'est certain. Alors, j'aime pas le mot aide parce que le thérapeute n'est pas là pour aider, il est là pour mettre en conscience, pour amener un cheminement vers la conscience. C'est surtout ça son travail. C'est pas d'aider parce que si on aide, si on a la sensation d'aider, alors on se donne un pouvoir. C'est pas nous qui avons le pouvoir, c'est la personne en face. Il faut l'amener vers sa conscience. C'est ça qui est important. Donc, la première chose à faire, c'est de repérer ses croyances. Alors, les croyances limitantes familiales, ça peut être les pires, hein. Donc ça peut être ce que j'ai déjà entendu petit, c'est juste terrible, d'accord? C'est très important de repérer ses croyances familiales. Après, c'est important aussi de repérer les croyances collectives qui étaient véhiculées chez moi ou autour de moi pendant toute mon enfance et mon adolescence, hein. Ça continue à l'adolescence, donc ça, c'est très important aussi. On les a vus plus haut. Alors, après, si on a des problèmes avec son poids, ce qui est très, très, très important, c'est qu'est-ce que j'ai comme motivation, par exemple, qui me pousse à vouloir maigrir? Est-ce que je veux être en meilleure santé vraiment? Est-ce que je veux maigrir pour maigrir? Parce que je me dis, c'est bien de maigrir. Est-ce que je veux faire cesser mes douleurs? Alors, autant vous dire que les meilleurs candidats pour moi, au cabinet, c'est les gens qui ont des douleurs. Parce que quand je leur dis qu'effectivement, ils risquent de voir diminuer de façon spectaculaire leur douleur en changeant leur alimentation, eh bien, c'est un facteur incroyablement favorisant. Est-ce que c'est pour avoir plus d'énergie? Parce que la malbouffe, ce n'est pas elle qui va donner de l'énergie. Est-ce que c'est pour me revaloriser? Et pourquoi pas? Maigrir, ça va me revaloriser peut-être à mes propres yeux, puis aux yeux de ma famille. Est-ce que c'est pour guérir une ou des blessures ou est-ce que c'est un effet de mode? Ça, c'est très important de savoir la motivation qui me pousse à maigrir parce qu'elle va être absolument prépondérante. Après, ce qui est très important, c'est de prendre conscience, de les repérer, de prendre conscience des émotions qui me motivent dans la journée, juste avant que je mange, pendant que je mange et après avoir mangé. Par exemple, si vous avez entendu toute votre vie vos parents dire « Oh là là, j'ai beaucoup trop mangé, j'ai le ventre plein » à la fin du repas, il est certain qu'à ce moment-là, on est porteur de cette émotion-là et c'est une émotion qui n'est pas fluide, qui n'est pas favorable à la digestion. Donc, c'est important de prendre conscience de cette émotion que peut-être moi aussi, maintenant, j'ai toujours l'impression à la fin de chaque repas d'avoir trop mangé, hein. C'est indispensable de s'engager vis-à-vis de soi-même. Donc ça, pour s'engager, le plus efficace, c'est de prendre des objectifs. Et les objectifs, je ne sais pas si vous connaissez le système SMART. L'objectif, il doit être spécifique et simple, il doit être mesurable, il doit être atteignable, pas trop ambitieux, hein, réaliste et compatible, et il doit être daté avec un temps. C'est-à-dire que si je me dis que dans un mois, j'aurais perdu 10 kilos, c'est parfaitement utopique. Ça ne peut pas marcher, d'accord? Voilà, dit différemment, il faut se dire, par exemple, mon objectif, c'est de perdre 2 kilos en un mois, parce que ça, donc, dans le temps, là, j'ai pris 2 kilos. C'est quantifiable, c'est mesurable. De là, j'ai le M. En un mois de temps, j'ai le T. Pour que prendre l'argument simple. Par exemple, je décide d'arrêter de manger 2 fois midi et soir du fromage. Je vais faire quelque chose de simple. Donc ça, je ne prends plus de fromage le midi. Et ben voilà, mon objectif, il est pour quelqu'un qui mange 2 fois du fromage par jour, il est simple et spécifique. J'arrête le fromage, il est mesurable, j'aurais perdu 2 kilos. Il est atteignable facilement. Il est réaliste et il est daté dans le temps, je l'aurais perdu en un mois de temps. Donc voilà, et il ne faut surtout pas se dire je vais perdre 10 kilos en un mois de temps, c'est totalement utopique. Isabelle, pardon, juste pour dire qu'il est bientôt 21h, ça passe très très vite. Tu m'entends là? Est-ce que tu m'entends? Isabelle, c'est mieux? Voilà, ça y est, je t'ai retrouvé. Ok, j'ai juste qu'il est bientôt 21h, voilà, Oui. pour te donner une
du Oui, temps, mais c'est ouais. super intéressant. Donc, vas-y, je Oh te là là, laisse je suis trop continuer. bavarde. Pas Hippocrate grave. disait, avant de guérir quelqu'un, demandez-lui qu'il est prêt, s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade. Et Hippocrate, c'était avant Jésus-Christ, hein, donc c'est juste super. Alors, alors là, je vais aller très vite parce qu'effectivement, bon, apprendre à respirer, c'est une des façons qu'on a de se libérer de ses émotions, hein. Les Grecs disaient la respiration est le médiateur du corps à l'homme. Bouger avec des exercices extrêmement simples, alors très très simples de Qigong. La sophrologie et la méditation sur l'appareil digestif, ça peut être un facteur très puissant. Je ne sais pas si vous connaissez l'EFT, Emotional Freedom Technique, c'est la technique de libération des émotions qui peut très bien marcher aussi. Moi, j'ai mis un rituel matinal en place, hein. Il y a aussi, je pratique moi beaucoup une technique qui s'appelle l'harmonisation globale et je ne l'ai même pas mise d'ailleurs là-dessus, hein. Alors, quelques pistes de signification symbolique du surpoids. D'abord, on peut avoir un surpoids pour s'isoler dans sa communication avec l'extérieur, c'est-à-dire ne pas communiquer avec l'extérieur. On peut avoir une émotion qui est prisonnière à l'intérieur qu'on ne veut plus du tout voir. Ça peut être une forme de protection, particulièrement dans les agressions et surtout sexuelles. Alors là, c'est une des formes de protection des agressions sexuelles, hein. Si la nourriture est émotionnelle, donc si je mange mes émotions, bah, je comble un vide intérieur aussi. On peut avoir un lien transgénérationnel, mais là, je n'ai pas le temps d'en parler. On peut avoir l'impression de ne pas faire le poids dans certaines situations et du coup avoir un vrai surpoids. Moi, je me souviens d'une cliente qui me disait je ne bougerai pas dans la tempête parce que elle sentait sa force liée à son surpoids. On peut avoir du mal à prendre sa place et donc plutôt que on dit bien je suis forte. Quand les gens sont trop gros, ils peuvent dire je suis fort et donc si j'ai du mal à prendre ma place, je peux le prendre avec mon surpoids justement. Et puis on peut aussi résister dans certaines situations de la vie. Donc ça, mais il y a toujours un bénéfice à ce moment, un ou des bénéfices à ce moment-là à son surpoids et c'est intéressant de savoir lesquels, hein. Alors, Aurore, si tu veux qu'on réponde à quelques questions, parce que là, je vais parler de rééquilibrer son alimentation et si je n'ai pas le temps, je ne le ferai pas. Je vous dirai deux mots sur chaque chose et on ira très, très vite. Ok, alors rapidement, quelqu'un demandait quel est ton sentiment sur le cétogène et le low carb, donc certains Ah, régimes spécifiques. et bien là aussi, mon sentiment, c'est que c'est toujours un régime et que je déteste le mot régime et je ne suis pas du tout favorable à ça. Alors, entendons-nous bien, il y a des gens pour qui ça va peut-être très bien marcher. Le low carb, c'est-à-dire le bas sucre, c'est très bien. De toute façon, certains sucres sont toxiques et il faut savoir qu'il nous en faut quand même. Nous en avons besoin. Le cerveau est le premier consommateur de sucre dans notre corps. Donc, il faut qu'on l'alimente en sucre, mais avec des bons sucres. Donc, déjà, pas du sucre blanc. Le cétogène, je vous dis, moi, je ne suis pas… sur le long terme, je pense que ce n'est pas jouable, le cétogène. Je pense que ce n'est pas tenable sur un petit moment, particulièrement pour certains sportifs peut-être, mais sinon sur du long terme, non. Par contre, le low carb, oui, si on arrive à faire peu de sucre, mais des sucres quand même, des bons sucres, hein. Il nous faut les sucres des fruits, les sucres des légumineuses, des légumes, ça, il nous en faut absolument. Ok, et bon, quelqu'un demandait des conseils de lecture, mais on terminera peut-être par ça. Je te propose de Oui, continuer sur le d'accord. rééquilibrage. Alors, je vais faire vite. Les sucres sont diabolisés énormément. Il faut savoir qu'ils sont responsables de l'adiposité avec les graisses. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le foie, quand il a dépassé ses capacités de stockage, il va transformer le glucose en graisse. Et quand je vous parle de glucose, c'est l'amidon. L'amidon, c'est le pain, il y en a partout de l'amidon. Les pâtes, il y en a, les pizzas, enfin, il y a de l'amidon absolument partout. Et ça n'est que des milliers de glucose assemblés ensemble, hein, d'accord? Donc, je vais faire court. Les sucres peuvent faire grossir, mais il faut manger les bons sucres. Alors, Lao Tzu, ça j'aime beaucoup aussi parce qu'il est né en 530 avant Jésus-Christ. Il disait « Celui qui n'a pas le ventre en ordre pense de travers ». Et c'était déjà complètement exact. Et moi, ma grande question, c'est comment il a pu penser ça alors que lui, il n'avait pas la malbouffe, il n'avait pas l'alimentation industrielle. Ça me fascine, hein.
Alors, les lipides, il y a 3 sortes de gras. Il y a l'acide gras trans, c'est toute l'alimentation industrielle. Donc, c'est simple, je vais faire court. Il faut absolument arrêter l'alimentation industrielle. Elle est dramatiquement néfaste au corps. Les acides gras saturés, ben, on les trouve dans les graisses animales, dans l'huile de palme et dans l'huile de coco. Il nous en faut un peu, mais nous avons malheureusement tendance à manger beaucoup, beaucoup trop. Et les acides gras polyinsaturés, les oméga 3 et 6, vous les connaissez. Il y en a un qui est bon et il y en a un qui est beaucoup moins bon. Il faut savoir que les lipides, c'est ceux qui nous fournissent les vitamines ADEX, c'est-à-dire vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K, super importantes, hein. Alors, les oméga 3, ils ont un avantage, ils ont 2 énormes avantages. Premièrement, ils sont anti-inflammatoires. Quand on mange des oméga 3, c'est comme si on mangeait un comprimé anti-inflammatoire. Donc, surtout, il ne faut pas s'en priver. Et deuxième raison majeure, c'est que toutes les cellules sont limitées par une membrane. Et dans la membrane, quand il y a des oméga 3, ça permet la fluidité de la membrane. Donc, c'est juste génial. Et opposé à ça, les oméga 6, c'est pro-inflammatoire. Donc au début, il nous fallait des oméga 6, maintenant on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc il faut arrêter les oméga 6. Voilà les représentants des oméga 3, hein. Tous les légumes à feuilles vertes, les poissons gras, sardines, saumon, les graines de chia, certaines huiles, mais je n'ai pas le temps de les décrire, les oléagineux et les légumineux. Les oléagineux, c'est noix, noisettes, amandes. Les oméga 6, alors 3 grands représentants, mais il y en a bien d'autres, mais les 3 grands représentants, c'est le maïs, le soja et le tournesol. Et il faut savoir maintenant que les animaux, avant, étaient nourris à l'herbe, c'était vert, c'était des oméga 3. Maintenant, se nourrissent aux tourteaux de maïs, aux tourteaux de soja, ce sont des oméga 6. Donc, ils vont faire de la viande oméga 6, des œufs oméga 6, même pour les poules, et du lait oméga 6. Donc, nous sommes cernés par les oméga 6, et c'est comme si je mangeais de l'inflammation. Donc, c'est terrible, d'accord ? 2 familles de micronutriments, mais on va passer très vite, c'est les vitamines, les minéraux et l'eau qui est à part, mais qui est indispensable. Indispensable. Donc les vitamines, vous savez que c'est indispensable au corps. Notre corps ne fonctionne qu'avec les vitamines et les minéraux. Bien sûr, il lui faut des sucres, des graisses et des protéines, mais il lui faut tout autant que les sucres, les graisses, les protéines, des vitamines et des minéraux. Si je n'ai pas de calcium, alors je vais aller puiser dans mon squelette. Si je n'ai pas de magnésium, je vais puiser dans mon squelette. Si je n'ai pas de silicium, je vais puiser aussi dans mon squelette. Si je n'ai pas de potassium pour faire marcher mon cœur, je vais puiser dans mon squelette. Et si je n'ai pas de vitamine D, je le puise dedans. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'ostéoporose. Donc, c'est hyper important. Donc, rééquilibrer son alimentation, ça va passer beaucoup, beaucoup par manger les bons sucres, manger les bonnes graisses, manger les bonnes protéines, d'accord ? Et faire attention à son microbiote. Je ne vais pas dire plus sur le microbiote, 100 000 milliards de bactéries, donc c'est juste incroyable. Attention, nous composons nous-mêmes notre microbiote. Si je mange des fruits et des légumes, je vais manger les bactéries qui sont sur les fruits et les légumes et je vais ensemencer mon microbiote avec ça. Si je mange ces aliments-là, alors je vais ensemencer mon ventre avec ces aliments-là et ça ne sera pas du tout la même composition de microbiote. Pour aller bien, il y a, pour moi, hein, c'est moi, mais ça c'est mon opinion à moi, 5 facteurs. Ce que j'ai appelé la physiologie, c'est nous sommes tous uniques et différents. Donc, ce qui va aller à l'un n'est pas ce qui va aller à l'autre. L'alimentation, bien sûr, si j'ai des intolérances alimentaires, il va falloir que j'en tienne compte. Il va falloir avoir un microbiote de qualité. C'est moi qui conditionne mon microbiote avec ce que je lui donne à manger, bien sûr. Il va falloir que je fasse un petit peu d'activité physique, même qu'un tout petit peu, des fois, ne serait-ce qu'avoir un tout petit peu d'activité physique est souverain. Et surtout, l'émotionnel et le stress qui va être le grand nerf de la guerre. Alors, un petit mot sur ce qui attaque le microbiote, hein, parce qu'il est juste incroyable. Les excès d'antibiotiques, hein, il faut savoir que quand je prends un antibiotique, je tue 60% de mon microbiote dès le début. L'alimentation industrielle, c'est redoutable, hein, le fast-food, le sucre. La pollution, le stress chronique est absolument redoutable. Le mauvais sommeil, les additifs et tout ce qui est mis dans l'alimentation industrielle, bien sûr, hein. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence, un microbiote perturbé? Mais des énormes conséquences. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les maladies intestinales, inflammatoires chroniques de l'intestin,
la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, ce sont des maladies terribles, celles-là. Et bien ça, c'est vraiment très en lien avec le microbiote. Les états inflammatoires qui sont chroniques, qui deviennent chroniques, qui sont à l'origine de toutes les maladies dites de civilisation comme le diabète, l'obésité, l'anorexie. Maintenant, récemment, on a mis en évidence certaines bactéries liées à l'anorexie, l'hypertension, l'artériosclérose, toutes les maladies auto-immunes, la sclérose en plaques, les spondylarthrites ankylosantes, etc. Ça, c'est vraiment lié à des états inflammatoires, liés à ce qu'on mange, hein, et donc lié à notre microbiote perturbé. Le microbiote perturbé, il est à l'origine de dépression, d'allergies et des humeurs très, très, très variables. Donc, c'est indispensable d'avoir un microbiote de qualité. Bon, comment se soigner? Je vais peut-être sauter parce que de toute façon, comme nous sommes tous uniques et différents, je ne peux pas donner, par exemple, un nom de probiotique, un nom de prébiotique. Ça va dépendre de la personne. Et pour ça, moi, en cabinet, je teste les personnes. C'est comme ça que je le sais. D'accord? Alors, l'acidité, c'est le fléau moderne. L'acidité amène à l'inflammation. L'inflammation amène aux maladies dites de civilisation. Donc, c'est redoutable. Et l'équilibre acide-base est quelque chose d'incroyable. Donc, notre corps est une merveille de la nature. La première chose à comprendre et à retenir, c'est que notre corps est merveilleusement bien fait. Il va tout le temps essayer de nous sauver de toutes nos bêtises. Et il met plein de systèmes tampons en route pour nous sauver. Par exemple, si on mange énormément de végétaux, ben, il y a les poumons qui vont se charger de dégrader les protéines végétales en acides. Enfin, ça va générer des acides volatiles qui vont être dégradés par les poumons. Si je mange par contre beaucoup de protéines animales, ça va donner des acides fixes qui vont être dégradés par les reins. Mais le problème des reins, c'est que c'est limité et qu'il a un système tampon qui est déterminé. Donc voilà, il faut savoir qu'une alimentation carnée est beaucoup plus acidifiante qu'une alimentation végétarienne. Mais là, je ne peux pas parler du système, l'équilibre acide-base, je n'ai plus le temps, je suis désolée. Alors, en conclusion, je vais juste conclure comme ça. Vous voyez que nos croyances et nos émotions ont un impact incroyable sur la façon de nous alimenter et donc sur notre poids. Et pour rééquilibrer votre poids, toujours pensez que nous sommes tous uniques et différents, que nous avons un corps qui est une merveille de la nature. Moi, je vous conseillerais un travail individuel si vous avez le courage, parce que c'est important, avec un thérapeute qui sera là, non pas pour vous aider, mais pour vous accompagner et pour vous redonner votre propre pouvoir, pour vous amener sur le chemin de la conscience de mes croyances, la conscience de mes émotions, la conscience surtout de mon corps qui est une merveille de la nature. Je ne le dirai jamais assez. Si je vous avais pu vous faire un petit cours sur l'appareil digestif, mais peut-être que c'est ce qu'il faudrait faire, c'est une merveille de la nature. On n'a pas réussi à le reproduire. On ne peut pas le reproduire même aujourd'hui. Donc, c'est dire combien il est merveilleux. Ok, Et ben, je crois que j'ai merci. fini. Voilà. Merci Isabelle. On a quelques questions si tu veux bien. Oui, Est-ce qu'on peut couper ta présentation pour qu'on te voit un oui, tout peu à déjà? fait. Ça va être mieux. Alors, quelqu'un qui nous demande donc faire très attention à son poids, s'attacher beaucoup au regard des autres et être plutôt dépendant du sport, est-ce que ça rentre dans la catégorie trouble? Pour moi, tout dépend de la quantité de sport effectué, mais ça peut, oui. Tout à fait. Si vraiment c'est un contrôle très fort, c'est un contrôle quotidien, un contrôle musclé et avec une quantité de sport importante, oui, ça rentre dans la notion de trouble pour moi. Ok. Tout à fait. Quelqu'un demande comment maigrir si les régimes ne sont pas recommandés. En faisant une réforme alimentaire. Oui, c'est juste le nom change et puis c'est Le un nom peu tout change ce que totalement, mais tout ce la que tu nous as notion, dit aussi. oui, repérer ses émotions, ses croyances, vraiment, c'est ça la plus… Être en conscience de ce que je pense, de ce que je suis, c'est la première… À partir du moment où je suis en conscience, par exemple, d'une croyance limitante familiale, je l'ai aux 3/4 résolue. Mais il faut Ok. qu'elle m'apparaisse dans la conscience et c'est pas si facile que ça, hein. D'accord, Pas si ouais, facile. c'est clair. Je ne bois pas de lait, mais que du lait de soja. Est-ce que c'est mauvais? Ah,
Regardez ma tête, je ne suis pas du tout copine avec le soja pour plusieurs raisons. La première, c'est que le soja vient essentiellement de Chine et que les 95 ou 99% de la production de soja est un OGM. On n'a strictement aucune idée à l'heure actuelle de l'effet des OGM sur le corps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le soja contient ce qu'on appelle un phytoestrogène, phyto pour plante, hein, c'est une plante. Et les estrogènes, ce sont des hormones femelles. Donc, quand on mange beaucoup de soja, on donne, c'est comme si on donnait l'ordre au corps d'arrêter de fabriquer des estrogènes. C'est les hormones femelles fabriquées par l'ovaire. Donc, vous imaginez bien que si on donne l'ordre au corps d'arrêter de fabriquer ces estrogènes, il ne va plus les fabriquer. Donc, après, c'est la panique complète dans le corps, hein. Ça fait des troubles au niveau des cycles sexuels. Moi, j'ai connu une jeune fille à qui on avait dit de ne manger que du soja à partir de 14 ans et du coup, elle avait une obésité dite morbide et elle faisait du 100F de poitrine. C'était un truc incroyable. Même chez les hommes qui consomment du soja, ça va leur donner des seins à cause de ces fameux estrogènes. Donc, en plus, ces estrogènes-là font grossir. Les estrogènes du soja font grossir. Donc, 3 bonnes raisons pour ne pas en boire. Si vous voulez boire un lait, il faut boire un lait végétal. Alors maintenant, il y en a plein. Il y a du lait de coco, il y a du lait d'amande, du lait de noisette, du lait… il y en a Ouais, plein. il y en a plein. Riz, du lait de riz quinoa, plein Ok. maintenant. Donc soja, non, je ne suis pas copine avec… Enfin, personnellement, je trouve que ces 3 raisons-là sont D'accord, suffisamment donc fortes. privilégier un autre lait Un végétal autre lait à végétal, la tout à place. fait. Ok. Comment comprendre et changer mes croyances? Est-ce que vous faites ça? Vous êtes nutritionniste, donc oui, tu es nutritionniste. Oui, oui. Eh bien, par des moi, en cabinet, je le fais avec des Mm. interrogatoires, beaucoup, hein. Et en fait, maintenant, j'ai pas mal l'habitude d'en débusquer, hein, évidemment, et elles sont très, très, très liées à notre façon de nous alimenter, hein. Ça, c'est D'accord. très clair. Donc, c'est très intéressant d'amener la personne à prendre conscience de ça, parce que c'est ça qui va l'amener à prendre son pouvoir dans son changement, dans le changement qu'elle désire. Tout est dans le pouvoir de la personne. Ok, oui, c'est vrai. Moi, je suis là pour juste aider à la prise de conscience qui va mener à la personne à reprendre son pouvoir. Et ça, Oui, c'est hyper tu important. aides la personne à redevenir autonome Voilà, c'est ça. et dans C'est ça. l'équilibre. Voilà, tout à fait. Tout Ok, à fait. super. Moi, si j'assène des vérités, mes vérités, ça passera pas. C'est pas ce qui va aider la personne. Ce qui va l'aider, c'est qu'elle prenne conscience de ses croyances, de ses émotions, comment elles fonctionnent, hein, et comment son corps fonctionne. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que moi, en cabinet, d'abord, je commence par faire un profil de la personne. Ça dure, j'ai 5 questionnaires, donc c'est long. C'est un peu long, mais c'est très intéressant, très formateur. Et après, en plus, je passe un PowerPoint sur l'appareil digestif parce que c'est très important de comprendre combien il est intelligent, combien il est sensible, combien il est formidable, cet appareil digestif. Ok. Quelqu'un demande EFT et suivi naturopathe, ticket gagnant pour résorber les troubles alimentaires? Si le FT est une technique qui vous convient, eh ben, tant mieux. Très bien, faites-le, n'hésitez pas. Si vous avez un naturopathe à qui vous faites confiance, et là aussi, encore une fois, ce n'est pas de donner votre pouvoir au naturopathe, c'est que le naturopathe vous mette en conscience de reprendre votre propre pouvoir, ce qui est très différent. Parce que je le dis, je le répète, parce que c'est extrêmement important. Si on assène des choses, on n'aide pas la personne. On croit à la limite, c'est le thérapeute qui s'aide tout seul, hein. C'est le naturopathe qui va s'aider tout seul. Donc non, c'est pas ça le but de l'opération. C'est pas d'asséner des vérités naturopathiques, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle a un pouvoir et qu'elle peut le reprendre. Mais pour ça, il faut lui faire prendre conscience de ses croyances, de ses émotions et de son corps. Ok. Quelqu'un demande un petit conseil sur un côlon inflammé. Alors, je ne sais pas si on va Ah aller dans oui. le détail de tout, mais Un côlon enflammé, mais à quel niveau, comment, depuis combien de temps? bon, voilà. Donc, il faut aller creuser Là, en direct avec oui, c'est toi. ça. Ok. Contactez-moi parce qu'effectivement, si vous Ouais, avez envie, c'est le vous pouvez mieux. me contacter sans aucun problème. Y a-t-il un impact à dire je veux perdre du poids plutôt que mincir?
Alors, dans la loi d'attraction, les mots sont extrêmement importants. Et il y a des mots qui vont vous faire vibrer, et il y a des mots qui ne vont pas vous faire vibrer. Donc là aussi, vous allez dire que je fais des réponses qui ne sont pas blanches ou noires, parce que nous ne sommes pas blancs ou noirs. Si les mots vibrent pour vous, si pour vous vibrer, c'est perdre du poids ou plus que je veux mincir, vous utilisez l'un ou l'autre. Il faut que ça résonne en vous. Très important. Dites-le à voix haute, car la voix est un organe de vibration. Et vous aurez comme ça plus l'impression de vibrer avec une phrase ou avec l'autre. Ok. Sabrina qui nous demande, j'ai pris 5 kilos depuis la résurgence d'un trauma cet hiver et depuis le confinement sans rien manger de plus que d'habitude. Est-ce possible que ce soit juste le stress, trauma? Oui, alors, tout à fait. Le stress fait grossir et le trauma, oui. Alors là, je ne vous ai pas parlé de l'harmonisation globale, qui est une technique que j'utilise, moi, en cabinet, que j'aime infiniment parce qu'elle est merveilleuse. Et ça, elle m'aide beaucoup pour résoudre un trauma. Là, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Un trauma, c'est la porte ouverte à plein de choses. Ok. Bon, on a plein de remerciements hein, de plein de monde. Ça, je te les dis pas parce que je focus sur les questions, mais des grands merci. Des personnes, Lydia qui nous dit je fais plein de régimes et j'ai regrossi. Il n'y a que la chrononutrition qui me plaît. Je gère mal mes émotions. J'ai 40 ans. Vous pensez que je peux changer maintenant? Oui, oui, Heureusement, il n'est jamais oui, trop tard. oui, mais même à 70 ans, on peut, à 75 ans, 80 ans. Non, franchement, moi j'ai un beau-père qui est très âgé, qui a 95 ans, et à chaque fois que je le vois, je lui fais changer toute son alimentation. Et il est d'accord parce que c'est moi, quoi. Et, bon, évidemment, difficile pour lui de le faire à long terme parce que c'est pas lui qui fait la cuisine. Ouais, oui, c'est vrai. Et est-ce que tu fais des consultations à distance hein, pour les Oui, personnes qui ne sont pas près de chez toi? oui, tout à fait. Super. Tout à fait. Donc, Skype, WhatsApp, Zoom. Plutôt oui, Skype et WhatsApp, j'utilise. ok, très bien. Eh ben, écoute, après, c'est plein de remerciements. Tout le monde dit que c'est très intéressant, très encourageant. La guérison qui est bien en nous. Vraiment, Oui. beaucoup de gens qui disent merci pour ton contenu et tes explications très claires. Eh ben, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté Ouais, avec merci. beaucoup de bienveillance, je le sens. Et vraiment, merci, merci de votre écoute. Et je vous souhaite une bonne soirée maintenant, parce qu'elle n'est pas terminée. Ouais, ouais, c'est N'oubliez ça. pas, notre corps est une merveille de la nature. Moi, je suis impressionnée de voir à quel point c'est bien fait, c'est intelligemment fait. Et nous sommes tous uniques et différents. Donc, ce qui va aller à l'un n'est pas ce qui va aller à l'autre. Ça, c'est Ouais. important de vraiment s'écouter et le savoir, en avoir conscience. Merci, merci Isabelle. Merci Ça me pour parle tout. beaucoup tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as transmis ce soir. Je suis très d'accord avec tout ça. Merci à tous d'avoir été avec nous. On était 150 en direct, donc un grand merci pour votre écoute, pour vos questions. Vous allez recevoir un mail avec le replay de la conférence, donc vous pourrez retrouver les informations que nous a données Isabelle dans le replay. Et puis, bien sûr, je vous mettrai le lien aussi vers la fiche d'Isabelle. Vous pouvez prendre contact avec elle pour des consultations à Paris, à Gouvieux dans l'Oise ou à distance À distance. complètement. Grand merci, merci Isabelle et très bonne Merci à soirée à tous. tous. Bonne soirée, au revoir. Merci de votre écoute.